Bonjour, donc nous remercions la médiathèque de l'hôpital Robert Debré pour cette invitation autour du livre de Mimo Zaef, son dernier roman « Dernier recours », paru début juin aux éditions Nouveau Monde, dans la collection Sang Froid, qui est une collection de polars, de romans noirs du réel, voilà, qui ont pour, en tout cas pour ligne rouge, de documenter le quotidien, qu'il soit plus ou moins ancien, voilà, des réalités sociales. Dernier recours, c'est donc un roman noir et social qui s'ouvre par une scène de meurtre. Voilà, l'héroïne du roman, Joan Mendes, tire avec une arme sur quelqu'un. À ce stade, on ne sait pas de qui il s'agit. Et à partir de là, le roman va se dérouler sur deux temporalités. Un va-et-vient de flashbacks qui nous font découvrir la vie de Joan Mendes, qui elle est, dans quel environnement elle évolue, etc. Et son présent dans les semaines qui ont précédé ce geste ultime. Et donc c'est ainsi que l'on va s'approcher de la compréhension de ce geste et que l'intrigue va se dérouler. Donc Mimosa, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur l'intrigue du roman? Oui, sur l'intrigue, en fait, c'est simple, c'est vraiment la question de construire la trajectoire d'un crime. Et donc, le personnage de Joan Mendes, c'est quelqu'un qui a 29 ans, bientôt 30 ans, et qui a grandi dans la cité Daniel Casanova à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Elle a grandi là-bas et à un moment donné dans sa vie, elle va travailler à Oikos, donc qui est une grande enseigne d'ameublement, et donc sa vie va être un peu rythmée par la question du travail. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va conduire à une grève dans cette enseigne. Et cette grève va globalement mal tourner. Et vraiment, le livre, il essaye de comprendre comment une personne qui, à la base, n'était pas destinée à tuer quelqu'un, va en venir à commettre un crime. Et c'est vraiment essayer de disséquer à partir de comment elle a grandi, de son environnement et des rapports au travail, comment se forme ce crime. D'accord. Et est-ce qu'un événement particulier t'a inspiré ce roman, cette intrigue? Alors moi, j'ai travaillé aussi dans une grande enseigne d'ameublement il y a quelques années, avant d'être enseignante. Et en fait, quand je travaillais là-bas, j'avais vraiment ce truc de me rendre compte que en fait, le travail prenait tout sur ma vie. C'est-à-dire que j'avais l'impression que chaque moment, en fait, il me grignotait en fait des moments de ma vie personnelle, quoi. C'est-à-dire que ce soit la fatigue physique, mais aussi le fait d'avoir le rythme du travail, c'est-à-dire de se lever tôt, d'être rythmé par le chrono, quoi, d'avoir vraiment ce sentiment d'avoir toujours, d'avoir un week-end sur deux qui tombait parce que je travaillais un week-end sur deux. Et donc c'était toute cette ambiance-là, le temps de transport, le fait que l'hiver, en fait, on voit plus la lumière du jour. Et donc vraiment, comment le travail prenait en fait toute ma vie et mon énergie, et que j'arrivais plus à faire d'autre chose que le travail, quoi. Et en fait, du coup, et évidemment, après, il y a toute la question des relations au travail, de la manière dont se font les conditions de travail, et par ailleurs, donc, ce qui est commun avec ce que moi j'ai vécu et ce que Joan Mendes vit dans le livre, c'est la question de ces formes de management qu'on nous présente comme plus égalitaires et qui en fait sont une manière de effacer en fait les clivages hiérarchiques, alors qu'en fait ces clivages hiérarchiques ils existent toujours, mais c'est un peu la manière de les lisser pour surtout en gros effacer le conflit au travail
pour justement ne pas pouvoir se rebeller contre ce conflit. Parce que quand le conflit, il existe mais qu'il n'est pas dit, qu'est-ce qui se produit aussi dans cette dynamique-là? Et donc en fait, moi, c'est ça que j'avais envie d'écrire. Alors bon, il se trouve que j'écris du roman noir et du polar parce que je trouve que c'est en fait, c'est la manière la plus simple de décrire la société. Parce que derrière le crime, il y a vraiment la question de comment se construit les rapports sociaux qui mènent au crime. Et le crime, c'est jamais quelque chose qui est entre deux individus, même si c'est ce qui ressort en général. Mais donc, il y avait tout ça, tous ces éléments-là qu'on pouvait mettre en place. Et moi, quand j'y étais, par ailleurs, il y a eu une tentative, il y a eu aussi un suicide qui s'est déroulé, une tentative de suicide qui s'est déroulée dans un autre magasin de la chaîne. Et du coup, ça m'a inspiré, voilà, ces éléments-là, quoi. D'accord. Donc avant de revenir sur la violence sociale notamment, qui est un peu le terreau du roman, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Joan Mendes, donc l'héroïne de Dernier Recours? Qui est-elle? Quel est son environnement? De qui est-elle entourée? Oui, du coup, Joan Mendes, en fait, c'est une personne, comme je le disais, qui a grandi en Seine-Saint-Denis avec tous les éléments, on va dire, d'un parcours assez classique finalement, c'est-à-dire elle a une famille avec des rapports parfois compliqués, mais globalement aimante, et entourée de ce que vivent toute une partie de la population, c'est-à-dire la misère sociale, avec à un moment donné un père qui vit une période de chômage, avec l'école en toile de fond, où en fait on lui fait croire en permanence dans son parcours scolaire que si elle travaille dur à l'école, en fait elle va y arriver et elle va se sortir de sa situation. Et en fait tout est fait dans cette situation pour justement en fait qu'elle ne s'en sorte pas. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. En fait, j'avais envie de raconter les trajectoires qu'on raconte pas forcément, quoi, qui est en fait des fois on a beau le vouloir, travailler dur, essayer de s'en sortir, et en fait c'est la société qui finalement construit l'étau qui fait qu'on ne s'en sort pas, quoi. Après, elle a une particularité d'avoir aussi des amis qui l'entourent, parce que j'avais envie de raconter à la fois une forme d'écrasement social d'un personnage, mais aussi comment cet écrasement social il construit d'autres liens, des liens de solidarité, que ce soit voilà, dans son quartier, mais aussi avec ses amis. Et je pense que c'était un des éléments importants, parce que quand j'avais écrit mon premier roman, je trouvais qu'il y avait vraiment pas d'espoir de solidarité, même s'il y avait des amitiés et tout, mais c'était un peu, voilà. Et moi, c'est vrai que j'avais envie de raconter aussi l'histoire de la solidarité, justement dans les classes populaires, qui était un élément qui pour moi était hyper important, et c'est pour ça aussi que je montre ces éléments-là, même si bon, voilà, c'est pas un roman joyeux, et c'est voilà, mais on va dire que c'était des moments aussi de souffle, de sur quoi on se raccroche, la solidarité. Et puis évidemment, il y a au-delà de la solidarité avec les amis, au moment de la grève, se crée une solidarité évidemment entre les travailleurs et les travailleuses d'Oikos, et comment ils arrivent à se soutenir les uns les autres, puisque finalement la grève, elle est déclenchée. Évidemment, après, elle s'étend sur la question de leurs conditions de travail, de leur salaire bas, etc. Mais au départ, elle est déclenchée par quelque chose qui arrive à une salariée, une autre salariée donc de l'enseigne d'ameublement. Et voilà, moi, ce que je voulais montrer, c'est finalement, c'est aussi des relations. Enfin, le travail permet ça aussi, c'est-à-dire c'est aussi des relations où une personne est touchée, et donc l'ensemble va se mobiliser sur cette affaire. Et le dernier élément qui caractérise Joan Mendes, c'est qu'elle adore la musique rock, puisqu'elle est
éduquée à la musique rock par son père qui est fan de rock, et donc depuis très petite elle apprend ce que c'est cette musique, et ça va être un peu ses éléments aussi d'espoir, ces moments où elle se rappelle de chansons, et elle joue de la basse, donc voilà, pour faire le portrait du personnage qui voilà, n'aurait pas dû tuer, mais finalement tue quelqu'un de sang-froid. Alors c'est vrai que dans le roman, il y a deux dimensions qui se croisent et qui se complètent, à la fois à la lecture, mais dans la vie même de Joan Mendes. C'est donc cette violence qui est d'abord la violence sociale, qui se traduit très concrètement dans son travail, dans ce grand magasin d'ameublement, où les salariés subissent tout bonnement la violence du capitalisme. Donc c'est aussi une violence de classe, puisque Joan a grandi dans une cité du 93 avec sa famille. Elle a du mal à en sortir, voilà, donc il y a aussi une discrimination au niveau de l'école, voilà, comment aller dans le bon lycée, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très présent dans le livre. Et puis il y a aussi, sont abordées les violences sexistes et sexuelles à travers le viol d'un personnage, d'une salariée de Oikos, hein, on peut le dire. Donc voilà, donc tu l'as déjà évoqué, en fait tout cela est intimement lié. Voilà, comment ça s'imbrique vraiment dans le roman, et comment surtout Joan prend conscience que tout est lié, et est-ce que c'est ça qui va créer un déclic en elle à un moment pour se mobiliser, pour en premier lieu laisser libre cours à sa révolte, à sa colère, puisque à la base c'est pas du tout quelqu'un qui est engagé ni dans un syndicat ni dans un parti politique, voilà, et elle subit quand même une violence de fait depuis qu'elle est petite, et là elle semble être à un tournant de sa vie où ça produit quelque chose en elle. Oui, alors en fait, bon, sur les violences sexistes d'abord, je pense qu'il y avait toute la question de la violence, comment se mettre en place la violence sexiste et sexuelle au travail. Et moi, ce que je voulais raconter là-dedans, c'était vraiment les rapports de pouvoir qui existent à tout niveau dans la question de la hiérarchie de travail, et dans les rapports conflictuels au travail. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qu'on raconte, hein, qui est documenté, etc., mais on a encore du mal à faire de la littérature là-dessus, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles, ça se fait pas, c'est pas que dans le cadre, alors de la rue, ça commence à être compris que c'est pas là où est l'essentiel de la violence sexiste et sexuelle. Dans la famille, dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'espace intime, on a l'habitude d'en discuter, en tout cas d'en faire de la littérature, mais au travail, ça reste encore, je trouve, quelque chose qui est finalement peu documenté, et surtout qui n'est pas pensé comme quelque chose qui vient des rapports de pouvoir de la sphère du travail, quoi. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Et après, voilà, tu l'as très bien dit, il y a énormément de rapports à la violence. Après, moi je trouve que la question du roman noir, c'est quand même de dépeindre la violence dans tous ses aspects, puisque c'est d'abord un roman sur les crimes, et les crimes sont quand même produits par la violence, même si c'est le niveau extrême de cette violence. Mais donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à écrire la violence, parce que voilà, socialement c'est ce qui existe, quoi. C'est aussi le système tel qu'il est fait, c'est aussi un système qui est avant tout violent. Mais par ailleurs, il y a d'autres violences qui sont écrites et qui s'imbriquent les unes avec les autres, notamment les violences de la question du rapport à la drogue et à l'addiction, et à la pègre
voilà, dans le... Enfin, voilà, dans le commerce de drogue, etc. Il y a les violences policières, etc. Et les violences de la police, tout ça est imbriqué parce que, à mon avis, tout ça vient des mêmes enfin voilà, et donc j'avais envie de voir ça. Et après, pour moi, quand on est... En fait, Johan, c'est un personnage qui, en fait, est en colère, même si au début, elle dit, j'ai pas l'habitude de ressentir cette colère, mais en fait, c'est une colère, mais comme on lui a pas appris à dire cette colère, ou comme elle a pas forcément les moyens de l'exprimer, en fait, produit une explosion totale quand en fait, quand c'est trop. Et en fait, il y a plusieurs éléments déclencheurs. Évidemment, il y a le premier élément déclencheur qui se passe à Oikos. Et puis, il y a d'autres éléments déclencheurs qui vont mener à la fin, à la fin tragique, qui est aussi le prologue où elle finit par tuer quelqu'un. Mais il y a plusieurs éléments déclencheurs qui lui font passer des strates de la violence. Et le problème de ça, c'est pas en soi cette violence qu'on peut juger comme légitime. Ça, après, chacun fait le tri dans ça. Après tout, c'est pas un livre didactique, il n'est pas là pour dire ce qu'il faut penser à la fin de ça. Juste, j'ai essayé de l'écrire tel que je pense qu'il peut se produire, en tout cas. Mais en tout cas, vraiment, l'idée, c'est de réfléchir ce personnage, c'est comment, en fait, toute une partie de la population, aujourd'hui, est écrasée par la violence de cette société, et comment, en fait... il n'a aucun moyen de l'exprimer autrement que par la même violence, parce qu'il y a finalement peu d'autres échappatoires. Oui. Et en cela, c'est aussi ce qui fait la singularité du roman, qui est ancré dans le 93 en Seine-Saint-Denis, où tu as vécu et où tu travailles quotidiennement. Voilà, le roman, alors certes, on retrouve... des éléments liés aux représentations qu'on peut avoir sur le 93 à travers notamment le deal de drogue, ou peut-être la difficulté pour certaines filles issues de certains pays de vivre une sexualité libre, sous la pression du regard de la famille ou d'autres. Mais dans la plupart, on va dire, des romans noirs ou policiers qui ont pour terrain de jeu, on va dire, le 93, on va souvent avoir affaire à uniquement des histoires entre la police et des gangs ou du trafic de drogue. Ce sont des éléments que l'on trouve dans le roman, mais la particularité, c'est qu'ils sont totalement, ils ne sont pas l'objet principal du livre, ils sont une partie de la réalité que le roman décrit, et cela montre aussi à quel point ils peuvent faire partie du quotidien de nombreux habitants de ces territoires, qui en sont victimes, mais qui ne les définit pas non plus, qui ne fait pas leur identité. Ça trouve sa place au même titre que la violence que Johan va subir au travail, ou lorsqu'elle va tenter de poursuivre ses études. C'est un élément parmi d'autres, et en cela le roman montre autre chose de la Seine-Saint-Denis, à travers notamment les liens qui se créent là-bas comme partout. Et ça, c'est un des aspects très forts du roman, c'est toutes les relations sociales, amicales et amoureuses de l'héroïne, qui se déroulent en parallèle de l'intrigue criminelle, si l'on peut dire. Est-ce que tu peux en parler un peu de ses amis, de ses relations amoureuses? Oui, d'abord, pour la Seine-Saint-Denis, moi, c'est vrai que j'avais vraiment envie d'écrire
quelque chose, moi je suis assez fascinée par les lieux de manière générale dans l'écriture et dans le fait d'écrire un lieu et je l'ai fait dans mon premier roman, Les Traîtres sur Paris et sur Bruxelles notamment, puisque l'intrigue se passe sur les deux villes. Et là, j'avais envie d'écrire sur la Seine-Saint-Denis, mais de manière générale, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de comprendre, d'écrire à partir d'un territoire. Et sur la Seine-Saint-Denis, j'avais effectivement envie d'écrire quelque chose qui n'était pas cliché, quoi. J'avais envie d'écrire tout ce que moi j'aime et à la fois tout ce que j'aime dans la Seine-Saint-Denis et à la fois tout ce qui est difficile aussi en Seine-Saint-Denis. Et donc je voulais pas quelque chose ni d'idyllique, de faussement idyllique, où ce serait juste le territoire de la solidarité, où en fait il n'y aurait pas de problème. Et en fait, quand on vit en Seine-Saint-Denis, on sait très bien que en fait il y a plein de problèmes. Il y a peu de services publics, c'est compliqué, l'accès en termes de même, enfin voilà, il n'y a pas d'égalité par rapport à d'autres territoires. On le sait, c'est le territoire de France métropolitaine le plus pauvre. Donc il y a une misère sociale qui empêche en permanence, et comme je le disais, qui écrase, etc. Après, dans ces territoires-là, il y a aussi une extrême solidarité, mais pas tout le temps. Et ça ne veut pas dire que les liens sont simples. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la question de la drogue, qui effectivement est un lieu commun, mais qui est le problème la question des lieux communs, c'est qu'en fait souvent ils sont liés aussi à du réel, quoi. C'est-à-dire on peut pas dire qu'il n'y a pas de trafic de drogue en Seine-Saint-Denis non plus, et donc je voulais pas non plus en faire un truc qui n'existait pas. Et donc de fait ça existe, comme le fait est que les logements en Seine-Saint-Denis, pour toute une partie, sont en partie insalubres, etc. Donc voilà, mais je pense que j'essayais de montrer en gros quelque chose d'un peu complexe, quoi, sur ça. Et après, Joanne, elle a 3 amis essentiels à sa vie, quoi, qui sont donc Sabri, Selma et Soussou, qui sont un qu'elle rencontre par le fait qu'elle crée un groupe de rock avec lui, et 2 autres, une qu'elle rencontre dans son enfance et puis une autre au lycée. Et donc c'est des personnes qui la soutiennent en permanence, mais aussi dans lesquelles elle peut s'épanouir, parce que à la fois est donc lié au rock avec elle, et puis les 2 autres lui permettent de s'émanciper, y compris son identité, son orientation sexuelle, puisque Joanne est lesbienne, et donc c'est un entourage voilà, queer, on va dire, pour l'ensemble des 3. Mais moi, pareil, dans ces personnages-là, j'essayais surtout d'écrire en fait des personnes voilà, du quotidien, quoi. Et c'est vrai que moi je cherchais à écrire, mais dans tous les personnages que j'écris, j'essayais qu'ils soient le plus vrai possible, en fait. Donc ils ont leurs défauts, c'est pas des personnages, c'est pas des héros, non, mais c'est vraiment des personnes du quotidien. Et voilà, moi ils ressemblent aux personnes que je fréquente, et j'avais envie d'écrire ces personnages-là. Et après, oui, il y a 2 grandes histoires d'amour. Et pareil, la question de mettre des histoires d'amour dans le polar, c'est peut-être... en vérité, moi je pense qu'il y en a quand même quelques-unes dans pas mal de polars. Mais là, en fait, ce que j'essaie d'écrire en fait, c'est... Pour moi... c'est pas en soi que je veux écrire des histoires d'amour. Je suis pas sûre d'être particulièrement intéressée avec le fait d'écrire ça. Mais ce que je trouve intéressant, comme dans toute relation sociale, que ce soit les relations familiales, les relations d'amitié, les relations de travail, c'est de voir comment, en fait, dans des relations, en fait, se déroulent d'autres dynamiques, quoi. Et donc, ces relations amoureuses, elles permettent aussi de montrer comment Joanne, elle se conçoit, parce que elle a intégré depuis l'enfance, en fait, le fait que à la fois voilà, d'où elle vient, en fait, elle ferait pas mieux que ça,
Et donc, en fait, ça se confronte en permanence dans ses relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, dans sa propre dévalorisation, mais qui n'est pas la dévalorisation parce que Joanne est nulle et qu'en fait, elle n'y arrive pas, mais c'est en fait comment on lui a fait intégrer aussi ce truc-là. Et je trouve que des fois, en tout cas moi quand j'écris les questions d'amour, je trouve que des fois on a un peu tendance dans la littérature à des fois avoir des grandes histoires d'amour qui sont transclasses, quoi, qui sont bon, l'amour dépasserait les questions de classe, et moi je le pense pas, quoi. Les rapports de domination, en fait, ils traversent l'ensemble des rapports sociaux, et du coup j'essaie d'écrire d'autres choses aussi là-dessus. C'est vrai que ces relations amoureuses sont en fait le reflet de la manière dont elle se positionne aussi dans la société, enfin, ou en tout cas dont elle se sent dans la société. Elle est un peu dans un état d'errance, elle a du mal à trouver un point d'ancrage on va dire, qui transcende justement tous ces obstacles. Et ça se traduit effectivement dans sa sphère intime avec l'incapacité de réussir à se projeter, par exemple, avec des filles qui sont issues de milieux bourgeois, qui réussissent leurs études, alors qu'elle elle y arrive, mais voilà, il faut qu'elle s'accroche, ça lui demande beaucoup d'efforts, etc. Dans le fait aussi de ne pas pouvoir se projeter dans un travail qu'elle ait réellement choisi et où elle pourrait s'accomplir. Donc voilà, ça s'imbrique très naturellement, on va dire, au paysage du livre. Et finalement, un des endroits où elle, qui est un peu une sorte de refuge, hein, depuis toujours pour elle, c'est la musique. Puisque tu l'as expliqué, donc son père est musicien, joue de la basse, son petit frère également. Elle monte un groupe de rock au lycée avec son amie Sabri notamment. Et son grand projet, parce qu'elle en a un, c'est celui de créer un festival de rock à Rosny-sous-Bois, donc le festival Rock and Rosny, qu'elle va réussir à mener à bien, mais voilà, il va y avoir quelques incidents de parcours, puisque voilà, des personnalités qui trempent dans certains trafics voilà, vont interférer dans la bonne marche du festival. Donc ça va être un frein supplémentaire. Mais donc dans le livre, tu as créé voilà, une dimension musicale très forte. Chaque chapitre est associé à un morceau de rock, voilà, qu'on retrouve dans le titre du chapitre. Et à chaque moment fort de sa vie ou à des moments particuliers, Joanne se remémore des paroles de chansons qui font partie d'elle. Comment tu as pensé en fait cet univers musical? Comment tu as pu imaginer voilà, cette playlist qu'on peut retrouver d'ailleurs à la fin de l'ouvrage? Voilà, il est possible de lire le livre en écoutant les morceaux qui composent voilà, l'imaginaire musical de Joanne. Comment tu as pensé ça? Au début, je ne l'ai pas pensé spécialement, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie que Joanne elle ait quelque chose qui la porte, quoi, dans sa vie, qui soit pas juste... Bon, juste effectivement une errance, même si c'est vrai que c'est un personnage assez dans l'errance, mais où elle est pas juste dans l'errance, mais aussi où elle a quelque chose qui la tient quand même pendant tout ce temps, jusqu'au moment où ça ne la tient plus. Et donc j'écrivais des passages sur l'adolescence, et c'est vrai que moi mon adolescence s'est beaucoup fait en écoutant de la musique rock, et donc du coup c'est vrai que j'avais quelques morceaux qui me venaient en tête, et puis je trouvais qu'il y avait quelque chose dans la musique rock qui exprimait bien en fait voilà, la violence et la colère qu'elle ressentait, quoi. Et donc je pense que c'est aussi ces morceaux-là qui ont permis de me dire ah ben oui, c'est bien dans cette ambiance-là. Et moi c'est vrai que c'est plus en fait je pense que ce soit les territoires ou la musique que j'écoute quand j'écris, pour moi c'est plus lié à des ambiances qui permettent de porter à ce moment-là le livre.
Et puis en fait, voilà, et j'avais aussi envie qu'elle ait un peu une particularité qu'il la marginalise en partie. Et du coup, je me suis dit, ah, ce serait cool. Et puis, bon, il y avait un côté où, voilà, pour faire la totalité de pourquoi j'ai pensé ce truc de la musique rock, en fait, la musique, quand même, quelle qu'elle soit, en fait, on écoute ça dans tous les milieux, quoi. C'est vraiment l'art qui, globalement, voilà, on sait bien que la lecture, bon, bah, c'est quand même marqué socialement. On va pas se mentir, même si c'est plus compliqué que ça et qu'on aimerait que ce soit, voilà, largement lu par tout le monde, etc. Même si le roman noir, c'est quand même un roman populaire, mais bon, ça reste quand même marqué. La musique, tout le monde en écoute. Après, il y a différents styles de musique qui sont marqués aussi, mais tout le monde écoute de la musique. Et donc du coup, je trouve que c'est un art en soi qui est extrêmement populaire, quoi. Et donc du coup, je trouvais que ça marquait plus. Voilà. Et après, j'ai écrit le premier chapitre où en fait l'employé d'Oikos qui faisait une tentative de suicide s'appelait Angela, tout le monde l'appelait Angie. Ça me faisait penser à la chanson des Stones. Et donc du coup, voilà, j'ai pensé ce truc-là et après je me suis dit, bon, bah, je vais l'appeler Angie, le premier chapitre. Et puis après, bah, il y avait d'autres chansons que je mettais et après je mettais enfin, je faisais ma playlist en fonction des musiques que j'écoutais, des musiques que je citais et tout. Et après, bon, c'est venu que j'avais l'impression qu'il y avait une chanson par chapitre. Et après, bah, quand j'ai continué d'écrire, je l'ai un peu systématisé. J'ai demandé à un ami qui connaissait bien la musique rock de m'envoyer vraiment toutes les chansons qu'il avait en tête et tout, de classiques de la musique rock. Et il m'en a envoyé plein. Et puis des choses que je connaissais pas forcément. Et après, bah, j'ai fait comme ça. J'ai un peu pioché en écoutant énormément de musique rock. Et à chaque fois, j'ai attribué une chanson au chapitre, quoi. Très bien. Donc la musique, c'est voilà, c'est quand même quelque chose de positif auquel Joanne peut se raccrocher. Et puis il y a aussi ce sentiment aussi de voilà, quand elle comprend qu'elle peut être soutenue ou en tout cas prendre part à un mouvement collectif qui lui fait prendre conscience qu'en fait elle est pas la seule à se sentir oppressée, révoltée, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est pas à la base une fille engagée voilà, dans des collectifs. Donc ça, on pourrait dire que c'est quand même, bon, même si vous l'avez compris, il n'y a pas tellement d'espoir et si elle tire sur quelqu'un au début du livre, il n'y a pas non plus de happy end. Mais il y a quand même voilà, des horizons positifs qu'on entrevoit dans le livre, notamment à travers un moment, le ralliement à un mouvement collectif, en l'occurrence avec ses collègues de Oikos. Voilà, est-ce que tu avais envie de raconter quelque chose à ce sujet de comment on passe de la colère intériorisée ou en tout cas pas remobilisée ailleurs à l'engagement ou en tout cas la prise de conscience que le groupe peut avoir, en tout cas décider d'agir d'une manière ou d'une autre? Oui, moi je pense que je voulais, encore une fois, de tous les points de vue, je voulais raconter aussi la solidarité comme espoir. Après, voilà, c'est pas un roman de l'espoir, c'est aussi un roman qui met, je pense, toute une série enfin, j'avais envie de pointer des difficultés et des responsabilités dans tout ça. Il y en a une série. Après, sur le collectif, bon, moi je voulais raconter comment en fait on peut se sentir en colère, voir les problèmes, parce que elle les voit. Joanne, elle est pas, enfin voilà, elle est pas. Elle dit je fais pas de politique, etc. Mais elle a un avis politique sur les choses et dès l'adolescence. Et elle a une révolte en elle, mais comme tout plein de gens aujourd'hui. Mais forcément, elle trouve pas les manières
de les construire et elle ne sait pas quoi en faire. Et ça, à mon avis, c'est le cas de plein de gens, et je voulais montrer comment, voilà, dans un moment collectif, et la grève en est un en particulier, on se transforme aussi assez rapidement avec ses collègues, en discutant, voilà, et donc j'avais envie d'écrire ça, parce que je trouve que c'est un beau motif littéraire, quoi, la grève. Après, voilà, encore une fois, le roman noir, c'est pas un roman de l'espoir, je pense, et donc du coup, de fait, c'est pas une grève heureuse, quoi. Mais c'est vrai que, bon, voilà, je trouve que au-delà du fait que c'est une prise de conscience, etc., je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi de beau à écrire la grève, et je trouve que d'un point de vue littéraire aussi, c'est intéressant ces moments-là, puisque c'est aussi des moments qui existent dans la littérature. Je ne suis pas la première à le faire, mais peut-être qu'il n'existe pas assez. Et donc j'avais aussi envie d'écrire ça, quoi. Oui, ça occasionne d'ailleurs des scènes très cinématographiques et très, très puissantes. Pour conclure, peut-être, donc Dernier recours, c'est un roman noir, un roman social, un roman queer. Quels sont tes propres goûts en matière de littérature, et notamment de littérature noire? Quels sont tes auteurs préférés? Alors moi, je lis pas que de la littérature noire par ailleurs, mais je lis un peu toutes sortes de littérature. Bon, moi j'ai un goût particulier avec le fait d'avoir de la littérature qui se lit efficacement, on va dire. En fait, j'avoue que quand je cherche à écrire, j'essaie de retrouver ce que moi j'ai envie de retrouver dans la littérature. C'est-à-dire de retrouver... alors, c'est pas pour... tacler quiconque, mais j'ai besoin d'avoir un truc qui me transporte un peu, où j'ai envie de tourner les pages, même si, voilà, ça veut pas dire que qui tourne les pages, ça veut pas dire que c'est de la littérature facile voilà, mais en tout cas j'ai envie d'être transportée par une histoire, et ça j'ai toujours eu, quoi. J'ai envie d'être transportée dans l'histoire, voilà, de voir un peu les images qui se déroulent autour de moi, et donc moi c'est ce que je cherche dans un livre avant tout, et après, si ça, me transporter dans une histoire, ça permet de raisonner avec qui je suis dans le monde, c'est mieux. Et j'essaie de faire de la littérature populaire, quoi, où j'ai envie d'écrire sur voilà, les classes populaires, sur ceux qui n'ont pas forcément de voix là-dedans, et c'est ce que j'essaye de faire voilà. Et donc du coup forcément je recherche un peu ça aussi quand je lis. Et après, en littérature noire, moi j'ai lu de la littérature noire depuis que je suis enfant, donc enfin ado plutôt, voilà, et du coup dans les romanciers noirs qui m'ont marqué, il y a forcément eu Didier Daninx, qui m'a beaucoup marqué dans la manière de chercher aussi dans les archives, etc., et de vraiment documenter, voilà. Et donc ça fait partie des auteurs qui m'ont marqué ado. Ensuite j'ai découvert Jean-Patrick Manchette, qui a beaucoup joué dans la construction des personnages un peu complexes, et que moi j'aime bien écrire. Et ensuite je pense qu'en termes de romancières qui écrivent encore aujourd'hui, et dont je me reconnais en tout cas dans le lien entre des thématiques sociales fortes, sans concession, il y a Dominique Manotti, qui est une autrice de polar que moi j'apprécie beaucoup, et dont j'ai lu tous les romans, et je les dévore à chaque fois. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci.